Tu t'intéresses aux crypto-monnaies en Belgique, mais tu ne sais pas du tout par où commencer, tu es tombé sur la bonne vidéo. Parce qu'il y a plein de créateurs français qui sont excellents, mais j'ai remarqué qu'au niveau du YouTube Finance belge, il n'y a pas grand monde qui parle des crypto-monnaies. Y a-t-il des différences entre la France et la Belgique? Spoil, oui, beaucoup. Puisque en France, par exemple, ils ont un système de flat tax qui ne dépend pas vraiment de la manière dont tu investis, mais plutôt de manière générale, tu vas être taxé toujours à 30%. Je crois qu'ils l'ont augmenté ici et que ça peut évoluer, mais bref, voilà l'idée. Alors qu'en Belgique, on va plutôt être taxé selon notre profil d'investisseur, en fonction qu'on agit en bon père de famille, en spéculateur ou en professionnel de l'investissement. Et donc, les crypto-monnaies, quant à elles, sont aussi taxées selon ce système de profil, même si on attend en 2026 et 2027 ici de nouvelles réglementations, MiCA, DAC8, etc. N'hésite pas à regarder ma vidéo 5 règles, je crois, sur les crypto-monnaies en Belgique. Tu peux taper ça sur YouTube, Goteco, et tu retrouveras cette vidéo. Ici, c'est plutôt une introduction sur comment, en tant qu'investisseur belge, je peux m'intéresser à ça, quelles sont les possibilités et comment ça fonctionne en fonction de notre réalité belge, de nos réglementations, mais aussi de notre manière d'investir. Donc avant de commencer, je dois toujours insister sur un petit disclaimer. Puisque dans cette vidéo, on ne va pas du tout débattre du fait de pourquoi investir ou alors est-ce qu'il faut investir en crypto-monnaie. Ce n'est pas du tout le débat, c'est de comment ça fonctionne. Moi, j'ai aucun intérêt à te faire une recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation fiscale non plus. Moi, je vulgarise à ma manière pour expliquer en gros le système, mais c'est à toi de consulter un professionnel et de faire aussi tes propres recherches pour comprendre comment tout ça fonctionne. Investir comporte des risques de perte en capital et les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc l'objectif ici, c'est comment ça marche pour quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui connaît quelque chose un petit peu et qui se dit ok, comment ça marche en pratique en Belgique. 7 chapitres à te présenter, donc ça va être un petit peu long. On est lancé sur le premier, comprendre ce dans quoi on investit. Avant d'investir dans quoi que ce soit en crypto-monnaie, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire. Le mot crypto-monnaie désigne une monnaie numérique, décentralisée. Autrement dit, une forme d'argent qui ne dépend pas d'une banque ou d'un État. Les transactions, elles, se font sur un réseau informatique distribué appelé la blockchain, une sorte de grand registre public aussi que tout le monde peut consulter où chaque opération va être enregistrée de manière infalsifiable. Donc toutes les histoires de blanchiment d'argent, etc. sur les crypto-monnaies, ça existe, mais ce serait quand même pas la meilleure idée sur un système complètement traçable, etc. Tu vois. Donc pour recentrer directement le sujet et éviter mes habituelles digressions, parlons des plus connus. Bitcoin d'un côté, Ethereum de l'autre. Il y a aussi Solana, etc. Plein de bazar, mais les plus connus, ça reste Bitcoin et Ether. Il y en a aussi des milliers d'autres qu'on appelle souvent les altcoins ou les alternative coins. Pour certaines, il y a des projets qui sont concrets derrière et pour beaucoup d'autres, il y a des projets qui sont vachement moins concrets. Pour simplifier, on peut distinguer plusieurs grandes familles. Bitcoin, une famille à lui tout seul. Première crypto-monnaie créée en 2009 qui sert principalement pour un stock de valeur mais qui peut aussi être utilisée comme monnaie d'échange. On le compare parfois à l'or numérique, même si c'est compliqué et qu'on n'a peut-être pas encore le recul pour vraiment y penser, mais c'est ça l'idée en tout cas qu'on entend souvent. Il n'y en aurait que 21 millions en circulation, donc on a du minage de Bitcoin, tu as peut-être déjà entendu ça, et on ne dépassera jamais 21 millions d'unités, ce qui veut dire qu'il y a une offre limitée, d'accord, qu'on ne peut pas en créer d'autres, et donc une rareté certaine. Après, il y a d'autres choses qui sont rares et qui ne valent rien, donc ça, on est d'accord, mais ici, c'est l'idée, c'est le récit qui est derrière. Donc ce serait utilisé surtout comme réserve de valeur plutôt que comme un moyen de paiement. Ensuite, on va avoir Ethereum. Ethereum qui est arrivé en 2015, qui n'est pas vraiment une monnaie en fait. C'est une plateforme technologique qui permet de créer des applications décentralisées. Grâce à elle, on peut développer des smart contracts, des NFT, de la finance décentralisée et ce genre de choses. Donc c'est plutôt un outil qui va être extrêmement intéressant dans cet univers et cet écosystème des crypto-monnaies. Derrière, tu vas avoir les altcoins qui regroupent toutes les autres crypto-monnaies, Solana, Cardano, Polygon, etc. qui vont essayer d'ailleurs de souvent concurrencer un peu Ethereum avec des blockchains plus rapides, plus efficaces, avec des fonctionnalités différentes. Mais retiens que beaucoup de projets disparaissent aussi vite qu'ils arrivent. Ensuite, tu vas avoir les stablecoins, ça tu as peut-être déjà entendu aussi, avec l'USDT, l'USDC, etc. qui valent en fait environ 1 $. L'idée, c'est que ça sert à éviter de sortir de l'écosystème crypto. Donc si on veut par exemple vendre du Bitcoin, au lieu de le vendre en euros et de récupérer ça sur un compte en banque, on se dit non, je vais rester sur ma plateforme, je vais rester dans l'univers crypto et je vais un petit peu consolider mes gains ou limiter mes pertes en repassant en stablecoin et avoir une valeur plus stable. Parce que tu sais sans doute que les crypto-monnaies sont des actifs volatiles et ils changent beaucoup de valeur à travers le temps.
Enfin, tu verras aussi passer les idées de tokens ou les projets DeFi ou encore les NFT aussi qu'on a eu à un moment, tu vois, les espèces de têtes de singe et tout ça là, qui sont des actifs expérimentaux et encore plus risqués. Donc voilà, si tu dois retenir une seule règle à ce stade avant de continuer, n'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas. Moi-même, j'ai jamais acheté un NFT parce que le temps que je m'y intéresse, le temps que je creuse dans le sujet, c'était un peu passé de mode et je sais que les NFT, il peut y avoir des utilités, hein, ça va peut-être revenir à un certain moment, mais voilà, je ne suis pas du tout un expert en NFT ni en crypto-monnaie tout court en fait. Hein. Tu ne regardes pas une vidéo d'expert, mais je suis plutôt bon pour vulgariser les concepts, j'espère. Deuxième chapitre, j'ai dit que j'allais assez vite, hein, j'explore en surface les idées. Deuxième chapitre, et maintenant qu'on a compris globalement comment ça fonctionne, il va nous falloir une plateforme. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme plateforme? Ben déjà, il faut quelque chose de fiable. Il ne faut pas prendre un truc hyper sombre et qui va ensuite voler ton argent. Certaines plateformes sont centralisées comme Binance, Coinbase, etc. qui vont permettre d'acheter des crypto-monnaies, de stocker aussi là-dessus. D'ailleurs, il y a de nouvelles lois qui arrivent aussi ici, fin 2025, 2026, etc. qui vont réguler davantage encore ces plateformes. Ce qui est d'un côté une bonne chose puisque ça va permettre d'avoir un peu plus de confiance. Ensuite, il y a aussi les néobanques, Revolut, Trade Republic, qui vont parfois proposer des crypto-monnaies. Attention que souvent, tu n'as pas des vraies crypto-monnaies derrière. Ils te promettent la performance de la crypto-monnaie, mais tu as en fait une sorte de swap, une sorte de contrat derrière et une contrepartie qui va permettre de donner la valeur de la crypto-monnaie. C'est pire explication, mais en gros, tu n'as pas vraiment un Bitcoin derrière parfois. Donc ça, c'est à creuser selon les plateformes, selon les offres. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici. En Belgique, on a aussi d'autres plateformes carrément bancaires qui s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies et qui proposent des ETF ou des ETP, des ETN, Bitcoin par exemple. Donc ça va, ils le font juste sur les plus grosses, les Bitcoin, les Ethereum. Et j'ai pas vraiment cherché pour les autres, mais de manière générale, Bitcoin et Ethereum, il y a des ETF là-dessus. Donc un ETF, c'est en quelque sorte un lot d'actions. Donc c'est un émetteur qui va acheter plein d'actions et te permettre d'être exposé à ces actions en un achat. Je vais assez vite. Et ici, en fait, il y a certains ETP, donc Exchange Traded Product. Là, c'est pas vraiment un ETF, c'est plutôt un produit derrière lequel l'émetteur va acheter quelque chose. Il y a donc par exemple BlackRock avec iShares va acheter des bitcoins, les stocker et te permettre d'acheter une part de ces bitcoins via un ETP. Attention que ce sont des produits complexes qui font un haut niveau de maîtrise pour s'y intéresser, pour les comprendre et avant d'imaginer acheter ça. Souvent sur les plateformes sérieuses, ils te mettent d'ailleurs un test à l'entrée, ils te posent plein de questions pour voir si tu es capable d'investir là-dedans ou pas. Donc, il faut sérieusement se former. Je répète qu'on est ici sur une idée générale, d'accord, sur les bases pour t'aider et t'aiguiller dans tes recherches. Quelque chose qui peut t'aider, c'est la FSMA, donc ça c'est le régulateur belge sur les marchés financiers qui peut enregistrer certaines plateformes et un peu les valider entre guillemets et donc ça c'est généralement un bon point si c'est agréé, si c'est validé, enregistré auprès de la FSMA en tant que PSAN, PSAN, ça c'est prestataire de services sur actifs numériques. C'est une obligation légale depuis 2022. Tu vois que les choses évoluent mais en fait ça fait que quelques années, hein, ça reste encore très jeune. Ça ne garantira pas que la plateforme soit parfaite, on est d'accord, mais au moins elle coopère avec un cadre réglementé, ce qui est quand même mieux qu'une plateforme qui n'est pas réglementée, enfin on est d'accord. Donc cherche ce fameux PSAN, renseigne-toi là-dessus pour voir si la plateforme que tu envisages fait ça. Pour comparer les plateformes, tu peux comparer plein de choses. Il y a les frais, mais ça attention, il y a parfois des frais cachés, donc c'est pas parce qu'il y a écrit en grand 0% de frais qu'il n'y a pas de frais. Parce qu'on peut avoir par exemple aussi du spread et des différences entre le prix affiché et le vrai prix. Par exemple, on te met un Bitcoin à 100 000 $ alors qu'en vérité, il est à 99 000 et des, tu vois. Et donc, on te prend une petite portion. Mais comme toi, ça m'étonnerait que tu achètes un Bitcoin entier à 100 000 $, si tu achètes une portion, 100 € de Bitcoin, en fait, on te prend une petite commission là-dessus. Et donc, même si on t'affiche 0% de frais, ce qui est vrai, en fait, il y a des frais cachés et il y a ce genre de petites choses qui grattent derrière. Donc, tout ça, il faut étudier, comprendre. J'insiste jamais assez dans ma vidéo. Deuxième critère, au-delà des frais qui peut être intéressant pour une plateforme, ce sont les fonctionnalités. Est-ce que je peux retirer mes crypto-monnaies vers un portefeuille externe? Tu as peut-être entendu parler des wallets, des portefeuilles décentralisés qui sont les cold wallets aussi, qui permettent de retirer ces crypto-monnaies d'Internet, de faire qu'elles soient vraiment dans un environnement sécurisé avec par exemple, comment il s'appelle, Ledger, tu l'as peut-être vu, celui-là sur M6, là, je sais pas, je suis même plus sûr, c'est dans Qui veut être mon associé là. Et bref, en gros,
il y a des entreprises comme ça qui permettent d'avoir des sortes de clés USB qui permettent de retirer ces crypto-monnaies. Les experts du secteur diront que c'est une de mes pires explications, mais j'essaye d'être hyper vulgarisé, hyper simple et de ne pas faire une vidéo de 4 heures non plus parce que il me reste 5 points à faire. Donc, au niveau des fonctionnalités, est-ce qu'il y a du stacking? Est-ce qu'il y a des services avancés? Combien de cryptos sont disponibles? Ça dépend de combien de temps on veut. Est-ce qu'on peut retirer pour des portefeuilles externes? Ou bien est-ce qu'on reste en fait sur une plateforme et donc en fait on n'est pas si décentralisé que ça puisqu'on est sur une plateforme centralisée. Donc ça c'est important. Puis au niveau de la sécurité, je l'ai dit, hein, est-ce qu'il y a des garanties au niveau de mes dépôts sur cette plateforme? Est-ce que en cas de faillite on me propose un fonds qui va me protéger et me redonner de l'argent à hauteur de combien? Est-ce que cette plateforme a déjà subi et eu des problèmes de piratage? Est-ce qu'il y a un système proposé de double authentification pour essayer de vraiment la sécuriser? Tout ça, c'est important. Même si ça ne te protégera pas toujours des mails et des phishing et tout ça dans ce domaine-là. Donc, sois très prudent, évidemment. Et un autre critère que je trouve important, c'est la simplicité finalement d'utilisation et la transparence aussi du système où je peux facilement trouver mes marques, où je peux facilement comprendre qui fait quoi, qui est quoi, quels sont mes frais, quelles sont mes fonctionnalités. Pour certaines plateformes sont mieux pour les débutants parce que c'est assez simple, c'est assez classique, Bitcoin, Ethereum, tout ça. Et puis il y a des plateformes beaucoup plus avancées, beaucoup plus complexes. Mais pour certains investisseurs, ce n'est pas forcément nécessaire puisque peut-être que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est un peu de Bitcoin. Et donc, avoir selon toi ce qui peut être le plus intéressant. Et idéalement, rencontrer un professionnel du secteur, ce que je ne suis pas. Passons à mon troisième chapitre. Ça va aller un peu plus vite suite à cette très longue période d'introduction. Que peut-on acheter? La première crypto à laquelle tout le monde pense, c'est le Bitcoin. Et évidemment, c'est la plus ancienne, la plus connue, la plus capitalisée aussi, qui vaut le plus d'argent. Son principe repose sur cette décentralisation et sur le fait que personne ne peut abuser de Bitcoin. En théorie. Il n'existe pas de banque derrière, il y a un nombre total de Bitcoin qui est limité, 21 millions je l'ai dit, et encore c'est probablement moins que ça, j'ai prévu une vidéo sur le sujet, je ne sais pas si elle est sortie à l'heure actuelle, mais il y a moins de 21 millions de Bitcoin puisque certaines personnes avaient ces Bitcoins, les ont sortis sur des fameuses clés là dont je t'ai parlé, et puis ces personnes elles sont mortes, simplement, ou elles sont tombées malades, ou après elles ont perdu ces clés, ou elles ont perdu leur mot de passe, et elles n'ont jamais réaccédé à ça. Et donc, on se retrouve avec des Bitcoins perdus. Aujourd'hui, il y a des géants de la finance comme BlackRock et différents États comme les États-Unis, Trump et tout ça, qui s'intéressent de plus en plus au Bitcoin. Donc, c'est plus devenu un petit actif alternatif, c'est devenu quand même quelque chose de mondial et d'assez connu. Ensuite, je l'ai dit, Ethereum. Ethereum qui est au cœur de son écosystème crypto et de l'écosystème crypto moderne en fait. Il y a ensuite les altcoins, les stablecoins. J'ai parlé de tout ça tout à l'heure, c'est les choses qu'on peut acheter et que tu dois garder en tête et te dire, tiens, est-ce que moi je veux plonger à 100% dans l'univers, comprendre tout et ensuite avoir accès à tout, ou est-ce que non, je me satisfais des principales crypto-monnaies. Passons au point 4 déjà, je vais un peu vite puisque de toute façon il y a beaucoup de choses que j'ai déjà expliquées dans l'intro, donc en fait je peux aller plus vite maintenant. Comment investir concrètement en crypto-monnaie? Tu peux acheter différents produits qui t'exposeront aux crypto-monnaies. Il y a plusieurs possibilités. Je vais aller de la plus loin de l'origine, tu vois, des crypto-monnaies jusqu'à la plus proche, tu vas comprendre. La première possibilité, la plus lointaine, la plus loin du truc en fait, c'est les ETF, les ETN, les ETP, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Même s'il n'y a pas d'ETF pur crypto, il me semble. Mais bref, tout ça c'est à étudier et à creuser, je l'ai dit, assez. Ces ETP vont donc suivre le Bitcoin et donc tu n'as pas de Bitcoin directement, mais tu peux en posséder indirectement à travers ce produit, puisque derrière, l'émetteur a du Bitcoin que toi tu peux avoir. Ça existe aussi avec les ETC or. C'est encore autre chose ça, mais un ETC or te permet d'acheter de l'or numérique. Par exemple, l'émetteur va acheter des lingots d'or, les stocker et toi tu peux acheter une part de cet or stocké au fin fond du monde dans un coffre et dire voilà, j'ai une part de cet or. Et ici c'est le même principe, mais avec des bitcoins ou de l'Ether par exemple. C'est moins puriste évidemment, puisque ceux qui sont à fond dans les crypto-monnaies, la décentralisation, être séparés du secteur bancaire, enfin tu vois toutes ces histoires-là, on en est très loin, tu vois, puisque ici on est vraiment sur une logique d'investissement, tu vois, donc les puristes ne vont pas trop aimer, mais c'est la manière peut-être la plus simple. Deuxième possibilité, c'est les applications bancaires. Je l'ai dit, différentes néobanques et certaines banques peuvent proposer des crypto-monnaies. De nos jours, ce n'était pas le cas il y a quelques années, maintenant ça se démocratise. Troisième niveau, on peut aller carrément sur des exchanges, donc des plateformes spécialisées en termes de crypto-monnaies. J'ai dit Binance, Coinbase et toute la clique qui permettent d'investir directement dans les cryptos et qui sont plus un écosystème crypto qu'une néobanque ou une banque classique.
Et enfin, on peut sortir ces cryptos sur un cold wallet, je l'ai dit, donc tu vas les sortir carrément du système sur une clé privée et garder le total contrôle de tes crypto-monnaies. Le choix dépend évidemment du niveau de chacun, quelqu'un qui s'y connaît pas trop ou qui s'y connaît plus, et aussi, je l'ai déjà dit, de la volonté d'apprentissage dans ce domaine. Quelqu'un qui veut aller très très loin, du coup, va exploiter différentes possibilités. Encore une fois, je vais couper un petit peu court à la discussion, je sais, mais c'est parce que voilà, j'essaie de ne pas faire une vidéo de 4 heures et j'ai en aucun cas la volonté de te dire quoi faire. J'ai assez insisté sur mes disclaimers, va les lire en description. Ici, c'est vraiment un aperçu global de comment ça fonctionne et de comment aborder et s'intéresser à ce système. 5e chapitre, comment générer des revenus avec les crypto-monnaies. Maintenant que j'ai de la crypto-monnaie, comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec? Eh bien, la première chose, c'est la plus-value. Ça veut dire j'achète ma crypto-monnaie, je la revends plus cher, je gagne de l'argent. Ensuite, on peut avoir, j'en ai parlé tout à l'heure, les revenus de stacking. Dans ce cas-ci, on va immobiliser ces cryptos pour participer à la validation des transactions sur une blockchain basée sur le proof of stake. En gros, en échange de ce service, du fait que tu immobilises tes cryptos pour améliorer le système, tu reçois des récompenses, un peu comme des intérêts en fait. Ensuite, on va aussi avoir le lending. Lending, c'est le prêt de crypto à d'autres utilisateurs, souvent via des plateformes spécialisées. Dans le lending, tu prêtes donc tes tokens qui vont rapporter des intérêts. Mais tu assumes aussi le risque que la plateforme fasse faillite ou qu'elle soit piratée ou ce genre de choses. Enfin, évidemment, ça, c'est plus compliqué, c'est plus dangereux. Enfin, je peux te parler du yield farming, je t'affiche ça ici. Plus technique cette fois-ci, l'idée c'est qu'on va apporter de la liquidité à la finance décentralisée, à la DeFi, en échange de rémunérations qui seront variables, très variables. C'est plus risqué, plus complexe, tout ça je ne peux pas commencer à expliquer ici, il faudrait une vidéo de 40 minutes sur chaque thème, mais tu comprends l'idée générale. On peut faire des plus-values, du stacking, du lending, yield farming, enfin ils ont inventé plein de trucs. Moi, je ne fais pas tout ça, je ne veux pas te le cacher, mais voilà, ça existe, ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Encore une fois, ça dépend de chacun, de ses passions et de plein de choses, d'où mes fameux disclaimers. Passons à mon point 6, la sécurité avant tout. Tu as peut-être entendu cette phrase célèbre, pas tes clés, pas tes cryptos. Ça veut dire que tant que tu n'as pas une clé privée avec des mots de passe, parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois, avec plusieurs mots de passe et tout, qui correspond à ton portefeuille crypto, eh bien dans ce cas-là, tu n'es pas réellement propriétaire de tes cryptos, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. C'est comme l'argent, d'accord? Tant que si tu ne l'as pas en main, tu n'en es pas réellement propriétaire. S'il est sur une carte bancaire, on peut te la bloquer. S'il est sur un compte en banque, sur un compte en bourse, il peut être bloqué. Donc le seul moment où on détient vraiment son argent, c'est quand on a des pièces d'or en main ou peut-être des billets. Enfin, tu comprends l'idée. Et donc ici, les cryptos, si elles sont sur une plateforme, sur un exchange, etc., c'est un peu plus compliqué. Même si de nos jours, cette phrase perd un petit peu de sa superbe peut-être, dans le sens où avant, c'était un peu la jungle des cryptos. Donc oui, c'est vrai, pas tes clés, pas tes cryptos, danger, attention, tu peux te faire pirater tout ça. C'est encore le cas, c'est encore le cas bien entendu. Mais il y a des plateformes beaucoup plus réglementées, beaucoup plus sécurisées, des fonds très connus, des grands noms de la finance qui se sont attaqués au domaine, des institutions très puissantes et qui, normalement, sont régulées et plus sécurisées. Les plateformes gardent les cryptos pour toi, les plateformes centralisées de base, mais si elles ferment, si elles disparaissent, etc., tu peux tout perdre. C'est pourquoi beaucoup d'investisseurs, quand ils ont un peu plus d'argent, décident de sortir et de protéger leurs cryptos. Je l'ai dit, activer aussi la double identification, c'est la base. Choisir des mots de passe solides et uniques, ne pas céder à un mail bizarre, faire très gaffe aux mails frauduleux, faire gaffe aussi aux influenceurs, aux créateurs de contenu, tu vois. Moi, le premier, il faut faire gaffe. Moi, je fais à crever de disclaimer, donc j'espère que quand même, ça met un petit message de prévention aux gens de se dire, ok, les vidéos, c'est sympa, ça aide à faire ses recherches, ça aide à comprendre, mais c'est pas non plus, il n'y a pas de solution miracle. Et on pense parfois avoir tout compris alors qu'on n'a rien compris. Donc, il faut aller plus loin, mais il y a énormément de fausses plateformes, énormément d'arnaques sur les réseaux sociaux. Donc, attention, ça, j'insiste. Dernier point, la fiscalité belge. Mon point numéro 7 pour cette vidéo introductive qui sera très longue. J'espère que tu es encore là et que ça vous a intéressé. Tu me diras ça après en commentaire. C'est la partie la plus floue et la partie la plus redoutée par les investisseurs. Pourquoi? Parce que déjà en Belgique, le système est assez flou de base, alors qu'il existe depuis longtemps. Mais en crypto-monnaie, on a eu du mal à rentrer ça. Ça va où? Par exemple, on a une TOB en Belgique, une taxe sur les opérations boursières, sur chaque achat, chaque vente, chaque opération que tu fais en bourse. Est-ce que ça s'applique aux crypto-monnaies? Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, non, puisque les crypto-monnaies ne sont pas
des actifs financiers cotés en bourse, donc pas de taxe sur les opérations boursières. Logique. Peut-être qu'ils en ont ajouté une au moment où tu regardes cette vidéo. Peut-être qu'il y a une taxe sur les crypto-monnaies à l'achat, à la vente. Il faut se renseigner. Mais ça existe en Belgique. Deuxièmement, la taxe des plus-values. Celle-là, elle dépend en Belgique du profil d'investisseur. C'est très différent de la France ou d'autres pays, mais je trouve que c'est très intelligent. On peut râler des fois que la fiscalité, l'administratif en Belgique, c'est compliqué. Ce système-là est vraiment bien. On a un système de bon père de famille, donc c'est le premier profil fiscal. C'est celui qui investit son argent de manière patiente et de manière non spéculative, tu vois, sur le long terme. Il investit son épargne durement gagnée dans le but d'espérer la faire fructifier à long terme. Tu vois un peu l'idée, le profil. Il ne fait pas de trading, il ne fait pas le stacking, tous ces bazars-là dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas acheter plein d'altcoins, les acheter, attendre que ça pump, revendre, machin. C'est pas le délire, d'accord? Et lui, dans son profil, il aurait soit pas de taxe sur la plus-value. Ça, c'était le système avant. Et puis en 2026, on nous prévoit une taxe sur la plus-value en crypto-monnaie, tu vois, de 10% également. Donc ça, c'est à savoir, c'est à prendre en tête. Tu dois te renseigner si tu comptes acheter des crypto-monnaies, et évidemment auprès d'un professionnel, et puis aussi de ta manière à toi avec un fiscaliste ou via tes propres recherches sur les taux d'impôt au moment où tu t'intéresses à ça. C'est important, hein, il faut payer ces taxes sur les plus-values s'il y en a. Deuxième profil, c'est le spéculateur. C'est lui qui achète, revend très régulièrement ou qui va acheter des actifs très spéculatifs. Typiquement, il y a certaines actions dont je t'ai parlé tout à l'heure, pas des actions en bourse, hein, certaines opérations, certaines actions qui peuvent être considérées comme spéculatives de base, notamment dans l'univers des crypto-monnaies. On peut se dire, bah oui, ce truc-là, même si tu le gardes à long terme, de base, c'est considéré comme spéculatif. Tu vas me dire, Goat, c'est quoi exactement? De 1, on n'a pas le temps parce que c'est la fin de la vidéo, mais aussi de 2, c'est très compliqué, c'est assez flou encore à ce moment-ci, tout ça doit être un peu plus précisé et donc à voir avec les régulations prochaines. Mais retiens qu'un spéculateur, lui, serait taxé en revenus divers à hauteur de 33%, donc au moins 3 fois plus qu'un investisseur en bon père de famille. Je ne dis pas qu'il y a un profil qui est mieux que l'autre, je dis juste que c'est très différent et que ça dépend de comment les gens eux-mêmes veulent s'identifier à un profil fiscal et une manière de faire. Troisièmement, on a le professionnel qui vit de sa crypto-monnaie, qui bosse là-dedans, qui vit de son trading. Ça devient une activité professionnelle et là, évidemment, il va être taxé avec un barème progressif, d'accord, allant jusqu'à 50%, voire plus des cotisations sociales, tout ce que tu veux. Je dois insister aussi que dans mon explication ici en 2 minutes, c'est extrêmement vulgarisé, extrêmement résumé, d'accord? C'est pas la loi qui est comme ça avec les 3 profils, hein. C'est une interprétation ici, c'est une vulgarisation, c'est une, comment on appelle ça? Une métaphore, une schématisation du système pour te donner en gros, ok, d'accord, je vois un peu comment ça va. À toi, encore une fois, ça doit faire 50 fois dans cette vidéo, de creuser plus loin. Je suis en train de regarder, mais je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de ce que je voulais te raconter. Tu l'as compris, acheter des crypto-monnaies, c'est pas juste se lancer sur une plateforme au hasard et acheter n'importe quoi sans s'occuper des impôts, sans s'occuper des optimisations, etc. et de plein de choses. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais c'est également passionnant. Personnellement, j'ai plus une préférence pour l'investissement en bourse traditionnel, mais les crypto-monnaies ont forcé un peu le passage. Ça fait quand même longtemps que ça existe, enfin longtemps à l'échelle de quelqu'un de mon âge, et donc ça mérite qu'on s'y intéresse ou pas. Ça dépendra de tes décisions. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis merci de l'avoir regardée jusqu'au bout.